la chaîne qui donne envie d'agir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Réussir, l'émission qui donne envie d'agir. Nous sommes le mercredi 16 novembre 2016 à Atlantis Le Centre. Aujourd'hui, nous allons parler de la mobilité avec deux invités, Karine Massoni ainsi que Patrick Malenfant, avec 18 intervieweurs et reporters du lycée Nelson Mandela à Nantes. Merci. Réussir, l'émission qui donne envie d'agir. Ça veut dire quoi, réussir? Avoir un emploi, beaucoup d'argent, Être propriétaire? être épanoui au sein de sa famille, Et si le fait de réussir consistait d'abord à être et faire ce qui nous ressemble. réussir, l'émission qui donne envie d'agir. Bonjour, bienvenue à Atlantis Le Centre ce 16 novembre 2016. Nous sommes en compagnie des lycéens du lycée Mandela. Aujourd'hui, ils sont venus en force en plus. Vous êtes là ou pas ? Bienvenue dans une émission qui ne ressemble à aucune autre, puisque d'abord c'est de la radio, c'est filmé, on est dans une galerie commerciale à Atlantis Le Centre à Saint-Herblain, et puis en plus cette émission c'est l'aboutissement d'une formation, d'un programme pédagogique qui consiste à mieux comprendre son parcours professionnel et personnel, et pour ça, eh bien, rien de tel que d'aller regarder chez les autres comment ça se passe. Deux invités, 18 intervieweurs, et parmi les invités, eh bien, on va vous les présenter. Le premier invité dans un instant, qui nous le présente ? C'est moi, Emma, je crois. Première invitée. Oui, c'est ça. Donc, nous avons avec nous aujourd'hui un créateur, un aventurier, un basketteur de la première heure. Il va nous parler de son parcours, de son travail, un tout petit peu quand même de sa vie personnelle et bien sûr de plein d'autres choses encore. Eh bien, forcément un petit peu de sa vie personnelle, parce que ce qui nous intéresse, c'est le parcours tout autant personnel que professionnel. Et il s'appelle ? Il s'appelle Patrick Malenfant, directeur de Préférence Voyage. Patrick Malenfant sera le premier invité de Réussir dans une seconde. La description est bonne ? Elle est assez proche. Oui. Elle est assez proche. Deuxième invité, Lucille. Oui, alors nous, aujourd'hui, nous allons recevoir une aventurière passionnée par les cultures indigènes. Elle a fait le tour du monde. Elle va venir nous expliquer le lien avec son métier d'ethno-reporter et nature coaching. Nous aurons le plaisir d'accueillir Karine Massoni. Karine Massoni, la deuxième invitée de cette émission Réussir. Aujourd'hui, à mes côtés, Rodolphe Collet, l'homme qui aimait donner du mouvement au potard de la table de mixage. C'est clair. Oui, bonjour David, ça va ? Très mobile, ça va bien et vous ? Ça va super bien. Ben, ça fait plaisir en tout cas de vous avoir à nos côtés. On va parler de mobilité. Réussir, l'émission qui donne envie d'agir. Quand on vous dit mobilité, vous pensez d'abord à quoi ? Est-ce que vous pensez à de la géographie, à de l'intellect ou à de l'évolution professionnelle ? Ça ressemble à quoi être mobile concrètement ? Et puis en entreprise, comment est-ce que ça marche ? Qu'est-ce qu'on y gagne à avoir l'esprit mobile ? Tiens, on demandera au patron qui est avec nous ce qu'il en pense. Comment est-ce que les jeunes s'emparent de la nécessité d'être en mouvement pour mieux se différencier ? Ça veut dire quoi être mobile ? Discussion avec nos invités, les lycéens et les étudiants du lycée Mandela. Réussir, l'émission qui donne envie d'agir. Et voici notre première invitée dans cette émission aujourd'hui, c'est Emma qui nous le présente en détail. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous sommes Marie, Julien, Ludmila, Flavien et moi-même, Emma, en compagnie de monsieur Patrick Malenfant, directeur de Préférence Voyage et basketteur dans l'âme. Avec votre parcours atypique, vous avez supporté différents projets grâce à votre qualité d'autodidacte. Vous êtes un véritable, je vous cite, cul salé, car vous êtes un Guérandais très attaché à vos origines. C'est comme ça qu'on dit, les culs salés à Guérande. Voilà, on parle des paludiers en disant les culs salés. Tout simplement parce qu'ils ramassaient le sel, ils veulent l'avoir souvent dans le sel. Et d'ailleurs, un petit cadeau pour commencer l'interview, un petit sympa, paquet ça. de fleurs de sel de Guérande. Eh ben, merci beaucoup. Ben, Ça voilà. rappellera des souvenirs. La vérité, ça vous fait plaisir. Ça vous rappellera des souvenirs. Vous mangez salé ? Énormément. Ouais, énormément. Ben voilà. Obligatoirement. Faut bien faire marcher Ah le... oui, mais je crois que le palais a été tellement habitué que voilà. On peut Donc plus là, s'en passer. Hein. Là, vous avez du sel pour un jour et demi en fait. Là. À peine. Le temps de l'émission pour le café. Emma ? Voilà, et donc on voulait d'abord vous demander si ce portrait vous convenait. Oui, parfaitement. Oui. Je trouve qu'il est plutôt flatteur d'ailleurs. Mais oui, il me convient parfaitement. Parcours atypique, on va en parler. On va parler de vos racines. On va parler également de votre capacité à vous mouvoir énormément, aussi bien dans le métier que vous exercez dans le voyage que professionnellement. Comment est-ce que vous faites en tant que dirigeant d'entreprise pour faire évoluer vos troupes, mobilité physique et professionnelle à la fois? La première question à vous est posée. C'est pas une question d'ailleurs, c'est comment est-ce que vous avez rencontré Patrick Ludmila? Oui, alors nous sommes déjà rencontrés dans votre entreprise Préférence Voyage. C'était mardi 8 novembre 2016 et vous nous avez accueillis chaleureusement dans votre grande salle de réunion pour répondre gentiment à nos questions.
Et moi, personnellement, la première chose qui m'a frappée, que j'ai remarqué, c'était les murs roses. Moi, ce serait plutôt le confort des sièges qui, je dois avouer, était très très confortable. C'est les sièges qui vous ont marqué, vous? Ah oui, les sièges dans la salle de réunion qui étaient... Marie? Et pour ma part, c'est l'accueil très chaleureux de Gabriel dès l'arrivée et la convivialité qui se dégage des bureaux. Ça donne envie d'y rester. Je confirme. Mais il est au top aussi, Gabriel. Hein. Il n'est pas venu avec vous, Gabriel? Non, il n'a pas pu venir. Il avait un petit peu de travail à faire. Il est resté au bureau. Bon, en tout cas, l'accueil est soigné chez Préférence. Ça fait plaisir d'entendre ça. Oui, ça fait partie de l'ADN de l'entreprise. Je crois que j'ai souhaité que cet esprit, on va dire, convivial, je ne veux pas dire familial parce que c'est un peu péjoratif de parler... C'est une entreprise familiale à la base de Préférence. C'est une entreprise familiale qui est devenue une bois. entreprise conviviale. Voilà, ouais. Qui est devenue conviviale. Voilà. Et c'est plus agréable de travailler dans un contexte convivial que de travailler dans un stress permanent. C'est bien de se faire la gueule pourtant. Non, ça rapporte pas à l'entreprise, ça? C'est pas dans mon esprit, c'est pas dans mon ADN. C'est pas trop votre ADN. Non, c'est pas. Julien vous pose une... Non, c'est plutôt Ludmilla qui... Oui. Ou c'est Marie? Non, je ne sais plus. Non, c'est pourtant, c'est clair, c'est coloré. Je suis complètement paumé. Alors, vous nous aviez confié que vous êtes un passionné de basket et vous avez eu l'occasion de rencontrer Tony Parker. Oui, récemment. Donc, quelle chance, oui. Voilà. Qu'est-ce qui vous êtes basketteuse, Ludmilla? Oui, ouais. Oui, je joue à Sainte-Luce. Ouais, vous avez été émerveillée. Et justement, Tony Parker est là. Non, je plaisante. Et donc, je voulais juste vous demander qu'est-ce qui vous inspire et qu'est-ce qui représente pour vous? Qu'est-ce qui m'inspire? Il m'inspire, je crois, un modèle à suivre. Je pense qu'en tant que sportif, en tant que représentant du basket sur un plan national, il laisse une image de quelqu'un de propre, de sympathique, qui ne traîne pas certaines casseroles, comme beaucoup de sportifs aujourd'hui, malheureusement. Donc quelqu'un de propre, sympathique. Il n'y a pas de dopage dans le basket? Il y en a certainement. On en entend moins parler, en tout cas. On entend moins parler, mais il y en a certainement. Mais il me semble que c'est un sportif propre. Oui, ouais, je suis d'accord. Julien? Alors pour commencer, vous grandissez dans la fameuse période de mai 68. Et quel âge avez-vous et que faites-vous à ce moment-là? Et comment la vivez-vous? En 68, je joue encore aux billes, certainement. J'avais 8 ans. Oui, oui, effectivement, je suis un poste 68, donc marqué certainement par l'esprit qui régnait à l'époque, qui a fait que ce choix de parcours ou cette volonté d'émancipation très rapide, puisqu'à 17 ans, j'ai souhaité partir tout de suite dans le monde du travail, est lié à cet environnement qui, à l'époque, il y avait un esprit de liberté, une envie d'entreprendre qui était très très forte à cette époque-là, envie de casser les codes. Il faut raconter, en tout cas aux plus jeunes, évidemment, qui ont vaguement entendu parler de mai 68. Ça vous parle, mai 68, les jeunes? Ça parle. Oui, quand même un peu. Patrick, on a mis le révolutionnaire à côté de vous. Il veut dire qu'il y était, tu vois. Qui a balancé les pavés, les premiers. Ah bon. Qu'est-ce qui se passe en mai 68? Comment est-ce que vous vivez ça du haut de votre âge d'un garçon qui on le vit, on le voit surtout. On voit des choses qui bougent à tous les niveaux. On voit des remises en cause de la société. On voit la remise en cause d'un pouvoir. On voit la remise en cause de modèles économiques. Voilà, donc tout bouge et on a l'impression que tout est possible. Tout est possible. Comme je pense qu'aujourd'hui, tout est possible aussi. Donc quand on dit aujourd'hui un parcours d'autodidacte, c'est compliqué, entreprendre, c'est compliqué, ça l'a toujours été. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des ouvertures comme il y avait dans cette période aussi. Voilà, on est dans des périodes transitoires qui s'ouvrent sur des nouveaux mondes. Et mai 68, ça vous a marqué pour aujourd'hui? Encore aujourd'hui, ça vous inspire? Non, ça ne m'inspire pas, c'est une référence. C'est une référence à une époque qui, effectivement, a révolutionné beaucoup de choses et qui a permis à des gens de voir le monde d'une manière différente et de se dire que, encore une fois, on pouvait casser les codes et on pouvait imaginer un monde différent. Voilà, il y avait des travers avant, il y en a maintenant aussi, mais on était parti. Voilà, est-ce qu'on sait encore se rebeller, se remettre en question, faire bouger les lignes aujourd'hui? Mais il faut se rebeller en permanence. Ouais. Pourquoi accepter tout ce qui est formaté aujourd'hui? Mais de toute façon, aujourd'hui, nous sommes dans une forme de révolution, hein. Révolution culturelle, révolution économique. On est vraiment dans une phase de transition. On sait qu'il y a un monde qui se termine, on sait qu'il y a un autre qui s'ouvre. Et je trouve que c'est plutôt intéressant d'être dans une période où tout est en train de se reconstruire, parce que ça veut dire qu'il y a des risques, certainement. Il y a beaucoup de risques aujourd'hui, mais il y a aussi d'énormes opportunités,
de se lancer dans des nouvelles aventures, quelles qu'elles soient d'ailleurs. On parlera de révolution peut-être pendant le débat tout à l'heure consacré à la mobilité, en tout cas à la nécessaire, à la nécessité de changer en tout cas régulièrement ses habitudes. Marie ? Vous avez 17 ans, vous n'avez pas de diplôme car vous avez loupé votre BEP et puis vous devenez aide-comptable dans une entreprise grossiste. Puis 2 ans après, vous devenez chef comptable. C'est assez surprenant. Comment avez-vous fait pour en arriver là à seulement 19 ans ? Alors, je n'ai pas loupé mon BEP. Je suis parti avant de le passer, mais je suis revenu quand même le passer. Et voilà. Donc, et je l'ai eu plutôt haut la main d'ailleurs, parce que je pense que c'était pas véritablement l'orientation BEP que j'aurais dû prendre, mais comme j'avais envie de faire les études les plus courtes possibles, c'était ça qui se faisait en 2 ans, et c'était très intéressant de pouvoir se dire qu'à l'époque, on avait un diplôme qui nous permettait de travailler immédiatement. Qu'est-ce qui ne vous convient pas dans les études ? Le schéma, parce que je ne suis pas quelqu'un qui est capable de rester sur une chaise à écouter un professeur nous expliquer quelque chose qui est du théorique, et je préférais tout de suite dans la pratique et découvrir par moi-même les choses. Voilà. C'est le schéma qui ne me convenait pas. C'est impressionnant de savoir que déjà les plus grands de ce monde, de base, avaient déjà quitté l'école étant petits et souvent n'avaient pas de diplôme. Voilà, ceci dit en passant. Voilà, ceci dit en passant. Il n'est pas que intervieweur, il est éditorialiste aussi. Et il a raison. Il a raison, il revisite le rapport à l'interview. Alors justement, c'est votre tour, Flavien. Alors pour rebondir sur ce que Marie disait, cette promotion a été possible grâce au basket. Expliquez-nous. Voilà, il y a beaucoup d'anecdotes autour de tout ça. Donc déjà, je vais répondre à la première question, passer on va dire, d'être comptable à un poste de chef comptable, c'est d'abord un investissement total sur un poste, c'est d'aller au-delà de ce qu'on nous a demandé de faire et de prendre une part de travail qui ne vous est pas forcément attribuée, mais vous avez tellement envie, vous avez envie de découvrir, vous avez envie de faire et vous avez envie de comprendre. Et puis vous vous trouvez face à une mission ou un travail qui ne vous est pas attribué et tout d'un coup vous tombez sur quelque chose qui vous choque, qui vous interpelle. Et vous vous rendez compte que malheureusement, la personne qui n'avait pas forcément fait les choses telles qu'elles devaient être faites, ou tout au moins avait confondu certaines choses. Donc cette personne-là s'est retrouvée mise de côté immédiatement, et comme j'étais à l'origine de la découverte de quelque chose qu'on appelle une fraude, ou tout au moins un détournement, on parle bien du principe qui consiste à confondre porte-monnaie et poche, c'est ça ? Voilà, c'est... Ouais, d'accord. Il me semblait bien que c'était ça. Très direct, la personne a confondu son carnet de chèque avec celui de l'entreprise. Oui, voilà. C'est ça. Donc il s'est trouvé mis à la porte immédiatement, et le dirigeant de l'entreprise m'a proposé tout simplement de prendre son poste, moyennant quelques cours à côté pour pouvoir quand même accéder à un niveau supérieur. Donc ça s'est fait rapidement. Donc voilà, de 17 à en 2 ans, de 17 ans à 19 ans, je me suis retrouvé parachuté chef comptable. Oui, non, moi je suis pas d'accord avec ça. Je suis parachuté, tout va bien, vous encaissez l'info, tout va bien, il n'y a pas de souci, pas aucune inquiétude, tout va bien, quoi. Aucune. D'accord. Parce que moi, à 19 ans, on me propose un poste de chef, déjà je dis non, et puis je dis oui, mais donnez-moi 4-5 ans, c'est étonnant, d'avoir eu entre guillemets, le cran de dire ouais, moi je prends. Je pense que je suis formaté comme ça, c'est que la seule chose qui m'intéresse, c'est les défis. Donc à partir du moment où je suis dans un schéma de quelque chose de très formaté qui n'est que de la reproduction de choses habituelles, ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, qu'on me challenge, qu'on me défie sur quelque chose, je vais y aller. Donc basketteur dans l'âme. Voilà, j'étais déjà très basketteur. Ça, c'est spécifique aux basketteurs. Oui. Flavien ? Et à 23 ans, le basket, ça vous a permis d'obtenir un poste d'adjoint de direction dans une biscuiterie-confiserie. Racontez-nous vos premiers pas dans ce management. Alors comment ça s'est passé réellement ? Effectivement, j'étais en poste de chef comptable, mais vous savez, quand vous intégrez une entreprise à 17 ans, vous êtes formé par des gens aussi autour de vous, et tout d'un coup, vous devenez leur responsable. Là, c'est quand même aussi très difficile. Au-delà de la propre technicité d'un poste, le management n'est pas non plus évident. Et c'était compliqué. Donc c'est vrai qu'à partir de là, à 23 ans, j'ai un ami qui était en poste, un ami qui était dans le réseau basket, on va dire, qui s'est retrouvé à quitter une entreprise, mais il avait en charge de trouver son remplaçant. Et il me l'a tout simplement proposé en disant « Est-ce que tu souhaites devenir, ou est-ce que tu souhaites un poste d'adjoint de direction ?» Voilà. Et tout simplement, j'ai dit oui. Voilà. Sans trop réfléchir non plus. C'est intéressant. C'est plus simple de trouver du boulot. Je vais pouvoir accéder à un poste
qui ne va pas me limiter simplement à de la comptabilité, mais qui va me permettre de toucher à de l'encadrement commercial, à de l'encadrement administratif autre. Et voilà. C'est plus simple de trouver du boulot par le biais de son réseau personnel, associatif en l'occurrence, là. Complètement. Je pense que ça, c'était vrai hier, c'est vrai aujourd'hui, ce sera vrai demain. On parlait de réseau physique autrefois, maintenant on parle de réseau sur la toile, effectivement, mais le principe reste le même, mais le réseau physique reste quand même... vous savez, quand vous avez quelqu'un en face à face que vous côtoyez assez régulièrement, ça a plus de poids que d'être derrière un ordinateur. Maintenant, je commence à vieillir, c'est peut-être ma vision qui est un peu dépassée de ce côté-là, mais enfin, bon, c'est mon point de vue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé 2 ans plus tard ? Alors 2 ans plus tard... Il y a un moment où vous allez pouvoir boire cette bouteille. Voilà, ça, c'est le bon moment. Vous voyez, là, je suis en train de meubler volontairement. Il se passe quelque chose 2 ans plus tard. Rendez-vous juste après la pub. Eh bien, 2 ans plus tard, tout simplement, le dirigeant de l'entreprise décide, lui, de vendre son entreprise parce qu'il arrive à un âge relativement avancé. Et nous sommes 3 cadres et nous décidons de reprendre la société à 3. Voilà, tout simplement. Alors vous vivez ce rachat de l'entreprise de quelle façon ? Comme une magnifique opportunité, comme quelque chose de plutôt gratifiant, en me disant 25 ans, belle petite entreprise d'un peu plus de 50 personnes. Voilà. Encore un challenge ? Encore un challenge. Donc une marche en plus. Voilà, donc je la prends. Elle est difficile parce que c'est vrai, quand on raconte, on a toujours l'impression que c'est facile après. Sur le moment, c'est difficile. Faut faire sa place. À 25 ans, on est confronté à des gens qui ont le double de notre âge, quelquefois. Comment vous avez réussi à vous imposer ? Par la taille ? Bien entendu, et puis le premier qui disait un petit peu plus fort que moi... Par la force, il n'y a que ça qui marche. Comment est-ce que non, vous je pense réussissez à vous imposer à 25 ans ? Comment ? Parce que je pense qu'on a tous une personnalité, et certains l'ont plus forte que d'autres, donc je dois avoir certainement une forte personnalité. J'ai une grosse voix déjà. Donc, Une personnalité et puis une sympathie aussi qui donne envie de faire confiance. Oui, certainement, parce que de toute façon, quand on est chef d'entreprise, quand on est dirigeant d'entreprise, on a avant tout une âme de leader, c'est-à-dire qu'on emmène les gens dans une aventure, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sportive, qu'elle soit amicale. Mais oui, on a d'abord et avant tout une âme de leader. Après, on peut avoir une âme aussi d'entrepreneur, c'est-à-dire de créateur d'entreprise. Mais on a avant tout, effectivement, une âme de leader. On a envie d'emmener les autres avec soi. Emma, Oui. à 28 ans. Et à 28 ans, seulement après 3 ans, vous déposez le bilan. Eh oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce temps mort ? Qu'est-ce qui est passé par la tête ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Période vraiment très difficile parce que gros échec, déjà. Gros échec, engagement financier, beaucoup de choses à digérer, notamment une association, c'est jamais simple. Quand je dis une association, ça veut dire des actionnaires qui qui mettent de l'argent en commun, qui décident d'une aventure, qui décident d'avancer, et tout d'un coup, au moment des difficultés, l'équipe composée pour amener une entreprise à gagner de l'argent et à se développer, eh bien l'équipe se décompose et c'est chacun pour soi. Donc, quand on parle d'aventure humaine... Vous identifiez des comportements tout à fait nouveaux, là. Oui, c'est très révélateur de ce qu'est un individu. Vous avez été déçu ? Oui, énormément. Maintenant, ça fait partie d'un parcours, on apprend. Ce sont des choses qu'on n'apprend pas forcément, justement, dans le cursus scolaire. C'est que la déception. On vous apprend pas ça à l'école, la déception ? Qu'on peut être déçu par les gens ? Non. Bon, bah voilà. En entreprise, on l'apprend, en tout cas. Ça dépend. Et la plus belle expérience que j'ai faite, c'est l'expérience de l'échec. Vous l'avez vécu comme une expérience, donc c'est plutôt une expérience. Après, oui. Après, quand on l'a digéré. Oui, voilà. Il faut un certain temps pour le digérer, surtout quand on aime gagner. C'est ça. Mais c'est très difficile, l'échec. Mais quand on sait rebondir après un échec, on est toujours plus fort. D'accord. Quand on perd des matchs, on progresse parce qu'on sait qu'il y a des points faibles à travailler. Quand on les gagne tout le temps, on ne sait plus où il faut travailler. Ouais. Et si maintenant, en revoyant le parcours que vous avez fait, vous auriez une chose que vous auriez faite différemment ? La chose que j'aurais fait différemment, c'est que aujourd'hui, je ne pense plus qu'on y arrive tout seul malgré tout. C'est-à-dire qu'à l'époque, je me sentais tellement fort que j'étais capable de signer n'importe quel document parce que je comprenais tout ce qu'on me donnait à signer. Et puis je pensais que tout allait aller, bien entendu, dans le bon sens. Aujourd'hui, je sais que plus on est conseillé en amont, mieux ça se passe après. Investissez dans le conseil. Voilà, il faut investir dans le conseil. Voilà. Ludmila, qu'est-ce qui vous fait rire ?
Qu'est-ce qui vous fait rire dans l'investissement dans le conseil? Parce que en fait, c'est une phrase qui nous a dite Ouais. dès le début et qui nous a répété. C'est un pendant slogan. plusieurs fois. C'est ça, c'est- Investissez dans le conseil. Investissez Soyez dans la accompagnés. marque, en fait. Voilà, Ouais. soyez accompagnés. Ouais, voilà. Ça veut dire, Soyez accompagnés sur un plan juridique, soyez accompagnés sur un plan financier, soyez accompagnés. Même aujourd'hui, c'est ce que j'expliquais lorsqu'on s'est rencontrés. Lorsque vous dirigez une entreprise d'un certain nombre de personnes, malgré tout, même si vous avez un comité de direction, même si vous avez des gens et des cadres qui vous accompagnent, la prise de décision finale, elle incombe toujours au dirigeant. Et le dirigeant, il est tout seul à prendre sa décision. S'il se trompe, ce sera toujours de sa faute. Si on réussit, c'est grâce, bien entendu, à l'encadrement qui est autour. C'est bien connu. Il y a toujours... C'est bien connu. C'est bien connu. Donc il y a toujours un moment il y a toujours des périodes qui sont très compliquées en termes de management, en termes de prise de décision. Et là aussi, il est toujours intéressant maintenant on vit une période compliquée, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et moi je me fais accompagner d'une forme de coach qui... On va en reparler dans une seconde justement de coaching et de la nécessité d'être accompagné. En tout cas, les lycéens n'êtes pas prêts de sortir de cette logique d'apprentissage dans laquelle vous êtes aujourd'hui, puisqu'à écouter Patrick, il faut se former tout au long de sa vie. On en apprend toute sa vie de toute façon. On apprend toute sa vie. C'est bien, vous êtes déjà convaincu de ça. Ludmilla. On a un moine Shaolin parmi nous visiblement. On a le sage. Ludmilla. Donc à 28 ans, donc la même année, il vous arrive une chose assez surprenante. On vous fait une proposition particulière de devenir chef comptable dans la literie du Grand Clos à Pontchâteau, mais vous n'avez aucune expérience dans le domaine juridique ou fiscal. Oui. Et vous répondez oui. Oui, voilà. C'est surprenant. Alors, Vous avez en fin de pas peur. compte, je fais la démarche pour trouver un emploi et Ouais. on me propose effectivement de rencontrer dirigeant de la literie du Grand Clos qui me pose la question si je suis capable de tenir une assemblée générale, un conseil d'administration reporté sur les registres et me demande si effectivement je suis capable d'aller jusqu'à l'alias fiscal, les annexes, tout, voilà. Chose que je n'avais jamais fait réellement. Alors j'avais aperçu. Mais je savais que ça existait, j'en avais vu, mais je n'avais jamais pratiqué moi-même. Donc ça suffit pour dire oui? Et oui. Forcément. Heureusement qu'il y avait les livres. Alors après on s'empresse d'aller à l'époque acheter le Lefebvre fiscal, juridique, social, qui permet d'avoir des références au moins et puis de passer certaines soirées quand elles ne sont pas aux entraînements de basket, à entraîner ou à jouer. Voilà. Donc, concrètement, qu'est-ce que vous dites aux jeunes qui vous écoutent? Il faut de temps Prendre en des temps... risques, Alors prendre des risques, mais Ouais. ça Avoir des ressemble à un défis. petit mensonge quand même. il faut savoir Une prendre des- extrapolation tout au moins. Moi je dis, dans une vie professionnelle, vous aurez des opportunités. Les opportunités, il n'y en aura pas plus de 10 dans votre vie professionnelle. Quand ces opportunités-là passent, il faut les prendre. Alors après, il faut toujours mesurer votre capacité, effectivement, n'allez pas prendre quelque chose qui est complètement démesuré par rapport à vos capacités. Mais les opportunités, il ne faut pas les laisser passer. Il n'y en aura pas 50. Julien. Maintenant, à 31 ans, après avoir fait le tour de votre poste actuel, vous ne voyez pas de perspective d'avenir. Vous changez donc de banc. Que devenez-vous? Alors effectivement, le poste de chef comptable était très intéressant, mais bon, on fait vite. Enfin, moi, j'avais trouvé que j'en avais fait vite le tour, et encore une fois, j'étais resté dans des schémas plutôt d'entreprise, de négoce, et je ne savais pas du tout. Je connaissais pas le milieu industriel, et je me suis lancé dans l'industrie de la viande, et je me suis retrouvé pendant 13 ans dans l'industrie de la viande, donc dans un poste de directeur administratif et financier. Donc voilà, j'ai découvert un autre environnement, j'ai découvert d'autres pratiques. Marie? Vous avez passé 13 ans dans cette nouvelle entreprise qui a été une longue période cette fois-ci. Qu'est-ce qui vous a manqué dans ce travail? Qu'est-ce qui m'a manqué? Au bout de 13 ans, on a fait le tour de la question. Au bout de 13 ans, déjà l'agroalimentaire, comme vous l'avez vu, j'avais fait la biscuiterie-confiserie. Après, je suis passé par le lait, les œufs, le fromage, la volaille. Donc, il me restait la... Vous aviez envie de monter un resto, en fait? Oui. Bon, ma famille étant dans la restauration, donc voilà. Du producteur au consommateur. Non, j'avais fait le tour d'un poste de directeur administratif et financier. J'avais fait le tour de l'agroalimentaire. L'usine principale ayant brûlé, je me retrouvais à avoir la possibilité soit de repartir sur cette même entreprise, mais ailleurs, donc plus localisée où elle était à l'origine. Et puis l'envie d'entreprendre était vraiment là, et je me suis dit voilà, j'arrête dans des conditions qui me permettent d'avoir suffisamment pour
me lancer dans de la reprise d'entreprise. Et je suis parti pendant 1 an et demi à peu près sur la recherche d'entreprises à acheter. Alors, à cette période-là, que ressentez-vous Dans cette période d'1 an, là. Comment est-ce qu'on cherche déjà une entreprise à racheter? Alors il y a des réseaux. Il y a une méthode particulière pour ça? Oui, il y a des réseaux, il y a des organismes, il y a des établissements bancaires qui sont chargés de rapprocher des acheteurs et des vendeurs. Donc il faut utiliser ces réseaux. Vous fonctionnez à quoi? Vous fonctionnez au flair, justement, puisque Marie vous parle de ressenti, à l'intuition, au secteur d'activité qui vous intéresse en particulier? D'abord, vous rencontrez un chef d'entreprise qui veut vendre son entreprise, donc il va vous présenter son entreprise. Elle vous parle ou elle vous parle pas. Moi, j'ai eu l'occasion de visiter des entreprises. Quand je suis ressorti, je me suis dit non, je me vois pas là-dedans. Un exemple, sans donner le nom de l'entreprise, bien sûr. Si, balancez, ça m'intéresse. Non, je peux pas. Allez-y. Un exemple d'entreprise ou un secteur d'activité qui vous a pas parlé? Non, un secteur d'activité, on va dire. C'était une entreprise de vente de machines agricoles et j'ai un ami qui me dit est-ce que tu te vois, c'est rien de péjoratif, mais est-ce que tu te vois avec une paire de bottes en plein milieu d'un champ à discuter d'un tracteur? Non, je me sentais pas vraiment à l'aise dans ce type d'activité. Voilà, c'est un exemple. La paire de baskets, oui, la paire de bottes, non. Non, mais ça ne me dérange pas de mettre une paire de bottes, mais en milieu professionnel. C'est pas... Flavien? C'est dommage parce qu'on dit que la bouffe c'est très bon pour la peau. Alors? Merci. C'était le conseil santé de Flavien. J'ai problème de peau, j'ai des Il cumule les mandats, Flavien, il peut aussi faire esthétique. C'était la chronique beauté. Flavien, justement, 2004. Alors en 2004, vous changez encore de style de jeu pour rester directeur administratif et financier, mais cette fois-ci dans l'agence de Bouard jusqu'en 2006. Qu'est-ce qui se passe en 2006? Donc avant de s'appeler Préférence Voyage, l'entreprise s'appelait l'entreprise de Boire. Voilà, tout à fait, c'était le réseau de Boire Voyage. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc effectivement, j'arrive en 2004 dans cette société avec... Alors, il faut aussi remettre les choses... Comment j'arrive dans cette entreprise? Parallèlement à mon parcours professionnel, j'étais très impliqué dans le basket et j'avais envie aussi d'entreprendre dans le basket. Et j'étais président d'un club qui était basé à Dreyféac. Et puis c'était un petit club, mais ça ne m'intéressait pas trop. Donc j'ai décidé de proposer aux clubs environnants de dissoudre leur club pour en faire un qui s'appelle l'ABC Trois-Rivières aujourd'hui. Donc on a dissous 3 clubs, Dreyféac, Saint-Gildas et Sévérac, pour faire un seul et unique club qui s'appelle aujourd'hui Trois-Rivières, encore une fois. Et puis j'ai créé une section sportive dans un lycée-collège Gabriel Dehaye à Saint-Gildas-des-Bois. Et lors donc d'une rencontre dans le cadre, à l'époque où je recherchais une entreprise à reprendre, dans le cadre de cet environnement de Gabriel Dehaye, je rencontre quelqu'un qui me parle de mon parcours professionnel en disant « Vous faites quoi aujourd'hui ?» Et je dis « Écoutez, aujourd'hui je suis en recherche de projets professionnels. Vous avez un CV ?» Donc je dis « Pas de souci, je vais vous envoyer un CV. » Et il dit « Voilà, j'ai un de mes amis, une relation qui recherche quelqu'un qui a votre profil. Est-ce que vous êtes prêt à reprendre un poste de directeur administratif et financier ?» La réponse a été oui, mais dans le cadre d'une mission plutôt élargie et plus dans l'agroalimentaire. Une semaine après, effectivement, en 2004, je rencontrais François-Xavier Deboire. Une semaine après, j'étais en place en tant que directeur administratif et financier de ce réseau d'agences. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le voyage à ce moment-là? Je le découvre. En fin de compte, c'est un milieu que je ne connais pas du tout. C'est un modèle économique complètement différent de ce que j'avais connu. Une fiscalité différente, 3 activités différentes aussi dans le milieu du voyage. Il faut savoir que le voyage, vous avez le voyage loisir pour les particuliers, vous avez le business travel qui s'adresse à tous les déplacements professionnels des entreprises. Et puis nous avons également une agence événementielle qui crée des groupes, du séminaire, de l'incentive. Et là, je découvre un autre milieu, une autre culture, une autre manière de fonctionner. Donc, bon, ça m'intéresse, le modèle économique m'intéresse, mais je venais encore une fois dans le cadre d'une mission élargie et François-Xavier Deboire, lui, avait aussi une idée, c'était de prendre la présidence du réseau Selectour au niveau national. Et en 2006? Eh bien, en 2006, il a été élu et je me suis retrouvé donc dans une fonction de directeur général de cette société. Flavien? Alors justement, quand on a passé autant de temps dans les chiffres, ça fait pas bizarre de manager une équipe? Ah non, mais manager, ça a toujours été le cas parce que
on n'est pas que dans les chiffres quand on est directeur administratif et financier, on a une équipe de comptables avec soi, on a une équipe d'administratifs, on a des secrétaires, on a des facturières, on a des comptables. Donc on manage en permanence. Voilà. À ceci près que quand on devient directeur général, forcément, alors on a une vision beaucoup plus globale. Mais de l'entreprise. L'expérience de l'adjoint direction que j'avais été à l'époque de la confiserie m'aidait aussi à avoir une vision aussi commerciale. Je pense que je n'étais peut-être pas fait à l'origine pour être un comptable. J'avais une vision beaucoup plus globale de l'entreprise et c'est ça qui m'intéresse, c'est de voir aussi bien la partie commerciale que la partie, on va dire, financière. Et la partie management, c'est extraordinaire de manager toute une équipe et de se dire voilà notre objectif, voilà où nous souhaitons arriver et voilà ce que nous allons faire pour y arriver. Vous arrivez avec quelle idée justement? C'est quoi l'intention de Patrick à ce moment-là? D'avancer, de développer l'entreprise. Vous avez l'air surpris. Vous avez une stratégie, forcément un peu un programme, comme un politique qui cherche à être élu. Alors je suis arrivé en plus de ça une époque formidable où le modèle économique des agences de voyage était aussi en pleine mutation. Les agences de voyage étaient beaucoup rémunérées, voire totalement rémunérées par ce qu'on appelle les partenaires, c'est-à-dire les compagnies aériennes, la SNCF, les tours opérateurs. Moi j'arrive et c'est pas moi qui l'ai provoqué, hein, mais un an après, les compagnies aériennes décident de ne plus rémunérer les agences de voyage. Ouais, ça s'est fait à l'échelle mondiale en l'occurrence. Voilà, ça s'est fait à l'échelle mondiale. Donc tout d'un coup, les agences de voyage se retrouvent confrontées à un modèle économique qu'elles ne connaissaient pas. Donc il faut réinventer le modèle économique. Il ne faut plus être rémunéré, on va dire, par le fournisseur, entre guillemets, mais se faire rémunérer par le client. Ça implique des choses différentes pour l'équipe? Ça implique une approche complètement différente. Parce que alors, pour l'approche, effectivement, du modèle économique de l'entreprise, bien sûr, mais pour l'équipe, qu'est-ce que ça change pour vos troupes? C'est un vrai traumatisme pour les gens qui travaillent depuis 10 ans, 20 ans ou 30 ans dans les agences de voyage. C'est que tout d'un coup, on va voir quel est le coût réel d'une agence de voyage. C'est-à-dire qu'un commercial ne va plus aller vendre des billets d'avion, mais il va aller vendre une prestation pour imprimer des billets d'avion, pour, on va dire, gérer le déplacement. Donc changement massif des métiers, on parle de mobilité aujourd'hui, et notamment de mobilité professionnelle. On change véritablement ses capacités, une partie de ses compétences professionnelles quand on travaille dans le voyage. Mais pour quelqu'un qui arrive d'un milieu complètement différent et qui a connu d'autres modèles économiques, qui n'a aucune appréhension en disant mais c'est formidable, c'est une chance inouïe, on va pouvoir facturer le vrai prix du service et non plus être rémunéré par un fournisseur. Emma? Oui. En 2014, vous cédez vos parts au groupe Marieton, tout en étant reconduit à la tête de l'entreprise Préférence Voyage. Et à ce moment-là, vous décidez d'être accompagné par un coach. Quel sentiment se bouscule en vous? On revient à la logique d'accompagnement. Alors, oui. Alors, il faut savoir que quand on travaille dans une société, on va dire, comme l'évoquait David tout à l'heure, on travaille dans une société familiale à taille humaine. Vous maîtrisez, vous voyez l'ensemble de votre entreprise et vous savez que vous êtes le dirigeant et c'est vous qui prenez les décisions stratégiques de développement de l'entreprise. Et vous êtes seul maître à bord. Donc il y a une certaine pression en fait. Oui, mais c'est ça c'est là qu'on prend du plaisir. C'est quand effectivement on a toutes les manettes. Il aime la pression en fait. Et vous, comment vous la gérez justement si vous la ressentez, mais vous la gérez comment? La pression? Oui. Comment la pression dans le travail, hein. Pendant de nombreuses années, le fait de faire beaucoup de sport évacuait la pression et permettait de penser à autre chose. C'est vrai que, encore une fois, être en permanence avec de la pression, parce qu'il y a toujours de la pression, c'est compliqué, c'est dur. Donc il faut trouver des moyens d'évacuer, donc soit en trouvant des loisirs à côté, soit effectivement en se faisant accompagner. Lorsqu'on intègre un groupe, on n'est plus maître totalement de la stratégie de son entreprise, on applique une stratégie. Et puis quand on arrive à un âge certain, on a des jeunes qui sont dans un groupe et qui ont envie de prendre votre place. Donc il faut regarder derrière ce qui peut vous arriver, il faut regarder sur les côtés, et puis il faut aussi regarder devant parce qu'il faut continuer d'avancer. Donc voilà, donc la pression arrive au niveau du résultat et elle arrive aussi du fait qu'il y a une vraie concurrence dans un groupe. C'est complètement différent d'une petite entreprise familiale où tout le monde se connaît. C'est une autre culture. C'est pas la culture que je préfère. Vous pouvez nous donner un exemple
peut-être de questions qu'il faut se poser lorsque vous êtes accompagné notamment. Quelles questions vous pose ce coach pour que vous puissiez vous organiser différemment, vous porter un regard différent justement sur la pression que vous subissez? En réalité, le coach vous aide à prendre plus du recul d'ailleurs par rapport à tout ça. Allongez-vous sur le divan, Patrick, on va pouvoir commencer là. Voilà, c'est ça. C'est quoi, c'est un psychologue, un coach? On posera la question à Karine Massoni tout à l'heure, puisqu'elle est coach en entreprise. Oui, c'est une forme de psychologue, oui, tout à fait. Oui. C'est quelqu'un qui va vous faire prendre de la distance par rapport à l'événement, par rapport à la pression que vous pouvez subir, et il va vous faire dire qu'en fin de compte, voilà, ce que vous vivez n'est pas quand même non plus insurmontable. Julien? Et d'un point de vue plus personnel, comment vous décrivez-vous? Alors déjà comme un hyperactif certainement, qui use son monde autour. C'est une maladie ça ou pas? Je ne sais pas si c'est une maladie, mais si je vis différemment, je me sens pas bien, donc j'ai besoin d'être multi-activité, on va dire. Multi-activité. Et vous aimez la convivialité? Énormément, oui. Profondément, et vous l'injectez dans l'entreprise? Oui. Si aujourd'hui Préférence Voyage est une entreprise conviviale, c'est notamment grâce à vous, forcément. Oui, c'est grâce à moi, mais c'est grâce aussi aux gens qui l'ont porté pendant des années, notamment François-Xavier Devoir. Et alors, ils l'ont bien compris, parce qu'ils vous ont fait un très joli cadeau il n'y a pas longtemps. Pouvez-vous nous raconter ce joli cadeau que vous ont fait vos collaborateurs à l'occasion d'un séminaire qui s'est voulu convivial? Oui, d'abord, ça porte le nom convivial, et puis comme David, effectivement, vous assistez... moi j'étais témoin, donc je voudrais que vous partagiez effectivement le sentiment qui a été le vôtre. Et puis d'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, tout simplement, le thème, c'était soyons heureux et optimistes, en fin de compte. Voilà, donc c'était le thème de nos conviviales. On revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Positif d'ailleurs, positif. C'était soyons heureux et positifs. Soyons heureux et positifs. On revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Finalement, quand un changement important, mais parfois brutal, survient, on peut considérer que c'est une opportunité. On peut considérer qu'il y a quelque chose de très positif à changer. À donc faire preuve de mobilité. Tout à fait. De toute façon, comme David, vous avez assisté à ces conviviales. Nous avions eu la chance de pouvoir faire intervenir Jacques Laube, qui est notamment un coach, mais qui développe ce qu'on appelle l'AIP, l'attitude intérieure positive, qui a été notamment coach de Roger Federer, coach psychologique pour Roger Federer, qui a accompagné pendant de nombreuses années également le FC Nantes. Donc c'est un coach aussi bien sportif qu'en entreprise, et il développe effectivement l'AIP, sachant que dans le monde, dans tout ce qu'on vit aujourd'hui, vous avez effectivement du positif et du négatif. Mais que si vous passez votre vie à regarder le négatif, vous n'avancez pas. Donc il faut toujours regarder dans toutes choses, même dans les pires situations, le côté positif des choses, et le négatif deviendra beaucoup plus facile à aborder et à affronter. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé lors de ce séminaire? Eh bien, David, vous m'avez empêché d'évoquer et de développer le message que j'avais envie de faire passer auprès de mes collaborateurs. Et David, juste avant mon interview sur ces conviviales, me dit non, Patrick, je pense que ça sert à rien que tu leur développes encore plus cet esprit de positivité, parce que tes collaborateurs, ils l'ont déjà. Ils l'ont déjà. Ils l'ont déjà, donc je ne vais pas te poser la question, et si je te la pose, je vais te couper la parole. Et effectivement, au moment où je devais prendre la parole, David me dit, écoute, je pense que la parole est à tes collaborateurs. Et ils nous ont offert, et je dis bien ils nous ont offert, parce qu'autour de moi, j'ai quand même un comité de direction qui m'accompagne et qui est dans le même état d'esprit. Ils nous ont offert un film où ils se sont mis en scène dans des situations vraiment délirantes. Mais j'en ai pleuré de rire pendant la diffusion, et lorsqu'il a fallu prendre la parole, c'était d'autres larmes qui arrivaient d'émotion. Voilà, tout simplement. C'est ça le secret d'une entreprise qui fonctionne bien, c'est que finalement les messages passent y compris sans avoir à les formuler et à les répéter, à les marteler, comme parfois on l'entend chez bon nombre de dirigeants d'entreprise. Je pense que je suis toujours parti du principe que si on voulait que les collaborateurs aillent dans un certain sens, le premier exemple à donner, c'est soi-même. Donc il y a un devoir d'exemplarité, comme on peut l'avoir dans le sport, comme on peut l'avoir dans l'entreprise, effectivement. Si vous voulez un comportement, on va dire, adulte, responsable, positif, si vous ne l'avez pas vous-même, vos collaborateurs ne peuvent pas l'avoir. Donc l'impulsion doit toujours être donnée en haut. L'impulsion doit toujours être donnée. Flavien, et puis on termine avec un petit jeu. Alors, vous avez donc vécu beaucoup d'expériences différentes dans l'ensemble de votre carrière. Mais maintenant, si vous aviez un conseil à donner aux jeunes lycéens, étudiants comme nous, ça serait lequel?
À part bien sûr votre devise, investir dans le conseil. Ils ont bien capté. Hein. Alors, investir dans le conseil, ça c'est la sagesse qui est arrivée aussi, parce qu'au départ, effectivement, c'était pas ça, c'était n'ayez pas peur, avancez de toute façon. Encore une fois, il y a tellement de choses positives, il y a tellement de choses à faire, vous avez tellement d'opportunités à saisir aujourd'hui. On est vraiment dans une période de transition où j'aurais tendance à dire, effectivement, les risques, mais tout est possible pour vous. Je pense que n'ayez pas peur, allez-y, foncez. De toute façon, qu'est-ce que vous risquez? Un échec? Mais si vous rebondissez, vous êtes encore plus fort derrière. Est-ce qu'on est dans une société qui accepte l'échec, qui revendique l'échec? On apprend aussi de ces échecs, c'est important de faire des échecs de toute façon. Ouais. Vous êtes déjà... Bon, Flavien, lui, il est convaincu parce que c'est le sage de l'équipe, mais les autres... Mais je pense qu'il faut quand même avoir un esprit assez débrouillard, il faut aimer l'aventure aussi. Si on est très fermé, très... on suit, on rentre dans le moule, c'est compliqué. Comment vous faites pour avoir un esprit d'aventurière, à part faire du basket, vous? C'est déjà pas mal. Par exemple, aller dans des endroits que je connais pas, prendre des risques. Faire une émission de radio. Apprendre, voilà, dans un centre commercial. Apprendre à connaître des gens que je connais pas, aller vers des gens qui à première vue me plairaient pas, alors qu'au final, ça peut très bien se passer. C'est pour toi. Marie, Emma, Julien? Oui, quand de toute façon on va nous le demander, cet esprit aventurier plus tard. Je pense que quand on va arriver dans le milieu du travail, on va nous demander de savoir se débrouiller, d'apprendre des nouvelles choses, de s'ouvrir à de nouvelles personnes, de nouvelles possibilités. Donc si on peut le cultiver dès maintenant, pourquoi pas? Vous faites comment? Ouh là là. Ah, voilà, donc en fait, l'intention elle est là, l'action. Mais c'est beaucoup plus dur. Hein. L'émission qui donne envie d'agir. C'est ça. Non, mais si, je pense qu'on peut tenter de nouvelles choses. Je fais une émission de radio aujourd'hui alors que normalement je serais pas là. Exactement. Bon bah voilà. Quand vous savez pas quoi répondre, vous dites je participe à l'émission Réussir et puis c'est bon, on vous embête plus. On termine avec un petit jeu. Vous êtes joueur, Patrick? Oui, juste une petite chose. L'aventure c'est dangereux, c'est risqué. La routine c'est mortel. Je suis d'accord. L'aventure, c'est dangereux. La routine, c'est mortel. C'est joli ça comme slogan. Ouais, on fera un jingle peut-être. Et puis on pourrait le mettre en guise de sonnerie au lycée Mandela. Je me tourne vers un enseignant, il est OK. C'est bon, c'est validé. On termine avec un jeu. Vous êtes joueur, Patrick? Oui. Quand je connais les règles. Ça dépend. Il dit oui, mais il se dit c'est pas la première fois qu'on fait on se connaît, David, on se connaît, je sais. Vous savez que ça terminera bien. Oui. On va faire un portrait chinois spécial voyage. Vous n'allez chercher des réponses que dans les voyages que vous avez pu effectuer. Oula. Alors le mieux c'est de se lancer. Elles sont pas faciles. Qui commence par la première? Marie. Si vous étiez une ville, ça serait laquelle? Barcelone. Alors pourquoi Barcelone? Ah oui, parce que voilà, après il faut expliquer. Ça m'intrigue. Par contre, un quart d'heure d'explication maximum par élément, pas plus. Parce que ça fait plus de 30 ans que je suis amoureux de l'Espagne, que j'ai un pied-à-terre à côté de Barcelone et que je trouve cette ville magnifique. D'accord. Simplement. Ensuite. Si vous étiez une montagne. Je tiens juste à dire que c'est pas moi qui choisis. C'est les questions de David, hein. On tient le préciser. C'est des suggestions. Ah, ça balance. C'est des suggestions, après vous décidez. L'Everest. L'Everest. Vous avez fait l'Everest dans vos voyages? Non, pas fait. Non. Vous n'avez pas fait l'Everest encore. Alors ensuite. Si vous étiez une côte maritime. La côte maritime, la côte atlantique. Je suis très attaché. À vos racines, c'est ça. On l'accepte quand même. C'est pas tout à fait lié à un voyage, mais on l'accepte quand même. C'est un voyage permanent. C'est lié aux racines. J'avais oublié l'origine de la question. Un style de musique issu de vos voyages, Patrick? La musique espagnole. Ouais. Vous avez le temps d'y réfléchir d'ici le débat, c'est promis. Vous avez un petit peu de temps. Puis par contre, comme on vous laisse du temps, il faudra chanter, bien évidemment. Ludmila, on termine cette interview avec Patrick. Oui, en tout cas, on voulait vous remercier d'avoir participé, d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions et d'avoir joué au jeu. C'est la fin du match et on vous laisse rentrer au vestiaire. Merci beaucoup. Merci à vous. Patrick Malenfant était l'invité de Réussir. Réussir, la chaîne qui donne envie d'agir.